Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le temps qui vous sourit. Bienvenue dans Dimanche Politique, votre émission hebdomadaire co-organisée par Eden Télévision et Diaspora FM, la nouvelle radio africaine disponible sur la fréquence 102.3. Pour ce numéro, on va s'intéresser à 4 sujets. Le premier sujet, c'est bien entendu le code électoral. Vous savez, la nouvelle mouture a été validée par la commission des lois de l'Assemblée nationale récemment. Le dossier fait partie des points à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Notre invité opinera sur certaines dispositions du document. On va s'intéresser également aux défis de la rentrée gouvernementale 2018. C'est au début de cette semaine que le gouvernement est revenu des congés après 2 semaines de repos pris par le président de la République et ses collaborateurs. Les grands défis de cette rentrée gouvernementale seront abordés donc par notre invité, sans oublier les législatives avec des regroupements politiques qui continuent de se constituer au Bénin à quelques mois de ces élections prévues pour l'année 2019. On va s'intéresser aussi à la gouvernance, à quelques réformes mises en œuvre par le président de la République. James William Gbagidi est le seul autorisé à lever un coin de voile sur la personnalité politique que nous recevons dans ce numéro de Dimanche Politique. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Akat Benotin. Bonjour à tous nos amis auditeurs de la 102.3 et bien sûr aux téléspectateurs d'Eden Télévision. Notre invité est né un 6 août 1973 à Cotonou. Il a donc 45 ans. C'est dans cette ville qu'il va effectuer ses études primaires puis secondaires, notamment au collège Père au Pied de Cotonou, où il obtiendra un baccalauréat de série C, donc scientifique, en 1995. Vous comprendrez donc qu'il se lance dans des études scientifiques. Il va donc aller dans le domaine de l'aéronautique. Il est d'abord expert en management des informations aéronautiques. Il monte en grade, il va dans le domaine de l'assistance météorologique et de la navigation aérienne internationale. Il est aujourd'hui, au-delà de tout cela également, auditeur et contrôleur de gestion. Son parcours professionnel est donc très compréhensible. Il est fonctionnaire international depuis une 20aine d'années à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, j'entends ASECNA. Et puis son parcours politique n'est pas si long, mais il est riche. Il est militant à la base d'abord du parti Restaurer l'espoir, dans lequel il grimpe également les échelons et devient jusqu'au poste de secrétaire général adjoint du parti Restaurer l'espoir, poste qu'il quitte en 2017 avant de créer le mouvement Éthique et Conviction. Il est aujourd'hui membre fondateur de la coalition Union nationale démocrate mise sur les fonds baptismaux le 18 août dernier seulement. Vous aurez compris, pour vous qui le connaissez ou qui le côtoyez au quotidien, l'invité de ce jour, c'est tout simplement M. Gaëtan Kouye. Gaëtan Kouye, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, c'est moi. Téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM 102.3, vous l'avez constaté, Dimanche Politique qui s'est fixé comme défi de révéler les jeunes qui ont pris le risque de faire la politique. James l'a dit, notre invité a 45 ans d'âge. Gaëtan Kouye, vous n'êtes pas en tout cas trop connu sur l'échiquier politique national. Quelles sont les raisons de votre entrée en politique? Bon, je vais dire simplement que c'est vrai que je ne suis pas devant les caméras, mais j'ai effectivement 2 décennies également aussi de vie militante. Et c'est pour vous dire que je suis adepte de l'ordre et de la discipline. Donc je respecte l'hiérarchie. Et c'est à ce titre que je ne suis pas peut-être très familier maintenant aux médias. Parce que lorsqu'on crée un ordre, d'accord, dans une structure, pour que la structure puisse effectivement grandir, atteindre ses objectifs, il va falloir de l'ordre, de la discipline. Et donc, lorsque vous avez une hiérarchie devant vous et que cette hiérarchie décide, d'accord, de prendre les devants des choses, vous êtes obligé en réalité de rester maintenant à votre position et de gérer ce qu'on vous confie. Voilà, donc c'est pour vous dire que mon parcours, et ceux qui me connaissent très bien dans la 16e circonscription électorale de Cotonou savent bien que je suis un militant convaincu à la base et qu'en politique,
j'ai déjà 2 décennies derrière moi comme ça. Mais justement, vous avez des décennies de politique. À quoi et à quelle grande action se résume votre passage au sein du parti Restaurer l'Espoir? Bon, je vais vous dire simplement que c'est, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est monter progressivement en grade parce qu'on ne s'improvise pas politique. Et on ne devient pas politique qui veut, il faut apprendre. C'est pour cela que j'ai accepté, d'accord, partir de la base, militant d'abord, président de cellule de base, coordonnateur adjoint d'arrondissement, secrétaire national chargé des questions extérieures et de la coopération internationale et enfin secrétaire général adjoint du parti. Donc j'ai pris mon temps pour mieux apprendre et là je pense que aujourd'hui je suis fier, d'accord, d'avoir appris. Et je pense également aussi que ceux avec qui j'ai côtoyé, enfin le parti Restaurer l'Espoir, ont également aussi appris de moi. Monsieur Gaëtan Kouye, vous êtes désormais à la tête d'un mouvement dénommé Éthique et Conviction, c'est bien cela. Quelle est la part d'éthique et de conviction dans votre choix de quitter le parti Restaurer l'Espoir et votre ex-mentor Candide Azanaï? Bon, je voudrais qu'on ne focalise plus trop maintenant l'attention sur l'ex-mentor ou bien le parti Restaurer l'Espoir, mais le mouvement Éthique et Conviction, en réalité, a été mis sur les fonds baptismaux suite à un diagnostic qui est fait de façon générale, d'accord, sur l'arène politique, où nous avons constaté que ces 2 valeurs cardinales ont déserté véritablement le milieu politique béninois. Et notre expérience également aussi, d'accord, en dit long, et c'est pour cela qu'avec certains jeunes, qui ont milité dans d'autres partis politiques et comme moi, et déçus, d'accord, des pratiques et manœuvres politiques, nous avons décidé, nous sommes engagés, d'accord, à changer les choses et à faire renaître maintenant ces 2 valeurs au sein maintenant du politique. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai donné la part d'éthique et de conviction dans votre choix de quitter le parti Restaurer l'Espoir. Le parti reste collé à vous puisque vous avez milité, en tout cas à un moment donné de votre vie politique au sein de ce parti politique. Non, je sais pas, je vous répondais pour dire que nous souhaitons l'éthique et nous souhaitons la conviction. Et donc il y a eu un manque. Donc quand vous dites la part, c'est là que je n'arrive pas à vous comprendre. Vous voulez insinuer quoi? C'est ça que je n'ai pas compris. Non, oui. Avec votre départ, oui. Insinuez-vous que dans le parti Restaurer l'Espoir, à un moment donné, l'éthique et la conviction ont manqué au sein du parti? C'est là que je ne voudrais pas que vous insistiez, d'accord, sur ce volet. Et je pourrais vous dire de façon générale, c'est ce que nous avons observé, parce qu'il y a d'autres également aussi qui ont mis dans d'autres partis. On a constaté de façon générale que ces 2 valeurs manquent. Et donc nous avons pris nos responsabilités par rapport à cela. Donc je ne souhaiterais pas que vous focalisiez cet aspect par rapport au parti Restaurer l'Espoir. Vous êtes un transfuge de ce parti et on ne peut ne pas vous interroger sur votre regard sur le parti aujourd'hui. L'un des membres du parti demeure député à l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Dossou-Mintokpe. Quel regard portez-vous sur les prises de position qui sont les siennes au sein du Parlement depuis que vous avez quitté le parti Restaurer l'Espoir? Non, j'ai compris que l'honorable Guy Dossou-Mintokpe prend des positions qui sont contraires aux miennes, puisqu'il se met dans la posture surtout d'opposant, alors que moi je suis dans la posture maintenant de mouvancier. Donc comprenez que très clairement que ces choix ne peuvent pas maintenant recevoir maintenant un volet favorable à mon niveau. Voilà, donc je n'apprécie pas dans la plus grande majorité des cas, d'accord, les positions prises par l'honorable Guy Dossou-Mintokpe à l'Assemblée. Est-ce que simplement c'est parce que vous êtes mouvancier et que vous n'appréciez pas, ou c'est parce que vous n'appréciez pas que vous êtes mouvancier? Non, je pense que non, que c'est un jeu de mots que vous êtes en train de faire. C'est vous dire que les positions prises par l'honorable Guy Dossou-Mintokpe, d'accord, rejoignent les prises de position de l'opposition qui en réalité ne nous dit pas quelque chose de concret. C'est-à-dire quoi? Ces prises de position-là, c'est juste pour distraire l'opinion. Oui, puisque j'ai un peu du mal aujourd'hui quand je vois Laurent Guy Dossou-Mintokpe dans cette posture. Puisque ceux qui aujourd'hui
ils sont des opposants qui critiquent, c'est pas la joie, hein. Ils ont un passé véritablement chaotique. Et je vais m'expliquer très rapidement les 5 dernières années de l'ancien président de la République. D'accord? Mais nous avons assisté à quoi? Nous avons assisté à la théâtralisation de la République, à la corruption généralisée, d'accord? À la course effrénée au gain facile. Ceux-là, aujourd'hui, maintenant, se portent maintenant comme des saints pour critiquer quoi? Pour donner quel... Guy Motoko était dans la posture quand même d'opposant. Il avec à votre côté, aux côtés quand même de candidat à Zanaï. La posture d'opposant par rapport à ce gouvernement, non. Et c'est pour ça que cela me gêne aujourd'hui que je le retrouve maintenant. Même au gouvernement du président Bouniaï à un moment donné, puisque vous avez parlé des 6 dernières années. Oui, c'est pour ça que je voulais serrer en disant que les 5 premières années, d'accord, du président de la République, de l'ancien président de la République, je veux dire, le docteur Thomas Bouniaï, ces 5 premières années, nous avions vu un élan, d'accord, d'un volontaire, d'accord, qui effectivement a le souci de changer les choses. Et malgré les scandales qui ont émaillé, d'accord, ces 5 premières années, le chef de l'État a demandé même pardon au peuple pour dire qu'il a compris maintenant véritablement ce qui se passe dans la gestion d'un État. Et qu'il va même rendre gorge à ceux qui l'ont conduit dans ces scandales-là. Et nous l'avons cru de bonne foi. Et nous avions dit en ce moment, au lieu qu'il y ait une coalition forte cherchant à le récupérer le pouvoir, nous avons dit non. Nous sommes bataillés durs pour dire que tout homme est faillible, tout homme peut se corriger. Donc nous avons soutenu, nous avons participé activement, d'accord, au chaos de 2011. Et il a été réélu par chaos. Mais c'est après cela, à peine 1 an après, que nous avons constaté maintenant donc, des déviances graves. Et que ces déviances étaient véritablement graves pour la République même et pour la jeunesse aussi. De façon particulière, nous avons pris nos responsabilités en son temps. Et nous avons mené tous les combats qu'il faut jusqu'à ce que, effectivement, il y ait changement, d'accord, au niveau de la tête de notre pays. Et aujourd'hui, c'est l'excellence Patrice Talon qui est le chef de l'État. Et c'est pour cette raison que vous ne pensez pas qu'il soit raisonnable de la part de ceux avec qui vous avez mené le combat pour l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, que ce soit donc bien que ces gens-là critiquent l'action de Patrice Talon aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ça normal? Non, je dis pour critiquer, il faut faire des critiques objectives. Mais lorsque les critiques sont tendancieuses et ne sont rien d'autre que de la manipulation informationnelle ou communicationnelle, ça gêne et ça dérange. Parce que ces prises de position, en réalité, ne constituent pas la réalité, mes chers journalistes. Mais il y a quand même des critiques constructives. Vous ne pensez-vous pas qu'il soit bénéfique pour vous, qui soutenez les actions du chef de l'État, d'écouter ceux qui vous critiquent afin d'améliorer, afin d'aider le chef de l'État à améliorer sa gouvernance? Parce qu'en démocratie, mais bien sûr, mais nous les écoutons. On ne peut pas avoir une pensée unidirectionnelle. Non, je suis d'accord avec vous, nous les écoutons. On a l'impression que vous êtes allergique aux critiques. Non, pas du tout, pas du tout. Mais nous sommes même bien dans notre peau quand on nous critique. C'est à ce moment-là que nous gérons mieux. C'est à ce moment-là que nous nous comportons mieux. Et on doit toujours souhaiter ça. Mais lorsque la critique n'est pas fondée, que voulez-vous maintenant que je vous dise? La critique n'est pas fondée. On trouve maintenant que c'est juste pour distraire l'opinion publique, pour distraire les populations à d'autres fins, pour d'autres fins. Et c'est ça qui gêne. C'est en cela que je vous dis que je ne partage pas leur point de vue. Maintenant, si vous avez des exemples, si vous avez des exemples maintenant, pour me confondre par rapport à des critiques qui sont objectives, donnez-moi quelques exemples. Nous y arriverons parce qu'au cours de ce débat, nous allons forcément aborder des questions sur lesquelles vos anciens amis ont eu à se prononcer et nous allons vous confronter à leurs arguments. Monsieur Gaëtan Couillet, vous êtes certes assez peu connu, mais vous voici au devant de la scène, membre d'une coalition, l'Union nationale démocrate. Est-ce que vous pensez que dans cette grande famille
politique dans laquelle il y a certainement de gros morceaux politiques et d'autres qui vont arriver certainement pour vous rejoindre. Est-ce que vous pensez personnellement avoir une chance de survie politique dans un ensemble comme celui-là où, notamment à l'occasion des législatives, certains de ces acteurs vont essayer de vous voler la vedette? Non, je ne pense pas, puisqu'ils sont au choix de leur carrière politique. Mais ils sont encore candidats. Non, ils sont candidats, nous allons les combattre. Vous allez combattre des gens qui sont membres de la même coalition que vous, de la même famille politique. Je dis bien que ce soit membre de la même coalition, puisqu'il s'agit de quoi? Il s'agit en réalité d'un renouvellement d'accord, de la classe politique et l'entrée massive de la jeunesse maintenant au Parlement. Nous avons compris que quelque chose de taille de bonne foi, en disant regroupez-vous par bloc. Mais ce que nous constatons, c'est que des tentatives même de ces regroupements, c'est juste maintenant pour récupérer les positionnements et se retourner encore à l'Assemblée. Et la jeunesse va toujours continuer par être le bétail politique, d'accord, de ces aînés. Donc ce n'est pas ici, ce que j'ai dit, combattre les centres griffes, c'est pour vous dire simplement que nous avons appris, d'accord, à leur côté. Nous n'avons jamais renié qu'ils ont fait des efforts. D'accord, nous n'avons jamais renié qu'ils ont participé activement au développement du pays. Nous n'avons jamais renié ça. Mais nous trouvons maintenant que depuis 27 ans, d'accord, de démocratie, que les mêmes se repositionnent chaque fois et qui nous laissent maintenant, nous jeunes, relégués au second plan, chaque fois, et il n'y a aucun mécanisme pour nous permettre en réalité, d'accord, de pouvoir maintenant les remplacer même progressivement. On ne sent même rien, c'est le blackout. Et chaque fois, c'est le même qui se repositionne. Nous trouvons que non, que ce n'est pas bien, ce système n'est pas bien. Et c'est face à ça là que nous nous sommes dit, il faut véritablement que nous allons maintenant au charbon. C'est bien ça, messieurs les journalistes. Vous êtes réunis en coalition parce que le chef l'a demandé et simplement où il y a une conviction qui sous-tend votre regroupement. C'est sur quelle base vous regroupez? C'est ça là que je vous dis, c'est que très tôt d'abord, dans la 16e, nous avons parlé de éthique et conviction et notre objectif était, d'accord, de renouveler la classe politique parce que c'est dans les sessions de décision. Mais lui ne peut faire notre bonheur, d'accord, sans nous ou avec nous. Nous ne peut faire notre bonheur si nous-mêmes, d'accord, ne sommes pas au centre des décisions. C'est le constat. Nous avons vu que pour plusieurs décennies, d'accord, nos préoccupations ne sont pas véritablement prises en compte. Et donc, il faut que nous-mêmes, nous allions au centre. Et nous sommes prêts aujourd'hui parce que nous avons beaucoup appris. Derrière également aussi, vous aurez également aussi d'autres leaders jeunes qui ont appris beaucoup, d'accord, des aînés, et qui sont aussi prêts maintenant à se mettre à aller au charbon et pouvoir également aussi participer aux sessions de décision afin que, d'accord, les jeunes également aussi écrivent leur histoire, comme les aînés ont écrit la leur. Voilà. Nous allons revenir à la politique quand nous aborderons notamment la naissance de l'UND, les élections législatives à venir. Mais parlons encore de vous, de vos fonctions, notamment à la SECNA. En quoi cela consiste exactement au sein de la SECNA et qu'est-ce que la SECNA apporte tant que ça au développement du pays? La SECNA est une institution internationale crédible. Hein. Oui. Alors sa mission en réalité, c'est une mission de service public de sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique. En termes clairs, hein, la SECNA, je vais y arriver. Vous allez vous retrouver en réalité dans la mission. En termes clairs, et la SECNA a pour mission de guider, d'accord, les avions, de les séparer aussi bien, d'accord, au niveau horizontal que vertical, et puis donc, qu'il n'y ait pas d'abordage, ni de collision. Et également aussi, la SECNA a pour mission, d'accord, de protéger ces avions contre les phénomènes météorologiques dangereux, d'accord, dans les espaces que les États membres lui ont confiés afin que ces avions puissent aller d'un point à un autre en toute quiétude.
Voilà un peu. Donc, en ce qui me concerne, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé d'abord d'experts en management des informations aéronautiques. D'accord? Et ça, là, c'est pour essayer de contrôler. D'abord, premièrement, est-ce que la réglementation est respectée par les avions lors de leur dépôt de plan de vol. Le plan de vol, en réalité, c'est les éléments, les itinéraires qui doivent suivre véritablement d'un point A à un point B. Est-ce que c'est conforme à la norme, conforme aux recommandations? Alors, j'ai eu à faire ça là pendant environ 4 ans, avant maintenant d'être expert maintenant en assistant météorologique à la navigation aérienne internationale. Donc, le second volet, qui consiste maintenant à protéger maintenant les avions contre les phénomènes météorologiques dangereux, d'accord, afin que véritablement ils n'entrent pas dans ces phénomènes pour pouvoir maintenant créer maintenant des dégâts, des incidents ou des accidents d'avion. Et donc c'est à cela que nous nous attelons depuis un moment. Et ces travaux, si vous permettez tranquillement, se font toujours avec l'utilisation d'instruments de très haute technologie. Oui, très haute technologie, donc de pointe la belle preuve. Nous avons vraiment le matériel nécessaire pour ça au Bénin. Mais bien sûr, je dis à la SECNA, nous avons le matériel de pointe. Et c'est pour cela que, je vous rappelle que la SECNA en réalité existe depuis le 12 décembre 1959, ça fait 60 ans. Et il n'y a jamais eu maintenant un accident d'avion qui soit imputé maintenant à la SECNA. Donc là-bas, c'est la haute technologie et la haute précision. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la navigation des drones, je dirais de façon anarchique, aujourd'hui, ne pose pas un petit problème à la SECNA? Non, je pense que, excusez-moi, je vais vous dire simplement que quand on parle de navigation des drones, il me semble que non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous mettez maintenant dans la navigation des drones? Les drones, vous savez, avec le numérique, vous savez, dans la production, nous avons des caméras que nous voyons en l'air, c'est ça, nous appelons des drones qui nous permettent de filmer. Ça ne met pas en danger l'espace aérien que vous gérez? Non, c'est pour cela que je voulais comprendre, d'accord, que si effectivement nous parlons de la même chose. Nous ne parlons pas des drones de combat. Voilà, exactement. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Donc, vous savez que l'espace, en réalité, est normé. C'est-à-dire que l'espace que vous gérez, il y a une institution internationale qui s'en charge. D'accord? Et c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Et donc, s'il y a n'importe quel sujet, d'accord, c'est Takabi qui arrive, c'est à l'organisation, d'accord, de dire avec tel équipement ou tel sujet, ça risque maintenant de poser tel ou tel souci et prendre les dispositions pour que chaque État membre, d'accord, s'exécute. Donc, pour ça, là, je voudrais que vous laissiez cette question à l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est à elle, d'accord, d'apprécier, d'accord, le danger que ces équipements, ce danger pourrait avoir sur la sécurité de l'aviation aérienne et prendre maintenant des mesures afin que les États membres puissent se conformer à cela. Donc c'est tout ce que je peux vous répondre pour le moment. Maintenant, le caractère aléatoire des temps que vous prédisez de la météo, comment vous l'expliquez? Non, la météorologie est une science. Et la science, en réalité, peut avoir maintenant des limites. Quelle que soit votre technologie. Et lorsqu'elle a des... comme avec moi, elle peut avoir des limites. Donc, à ces limites, à chaque fois, on essaie maintenant de réajuster afin de se coller au temps. Donc, ce n'est pas un truc qui est aléatoire, qui n'est pas juste, comme je vous l'ai dit. À la SECNA, nous avons des technologies de pointe, ce qui fait que nos prévisions, d'accord, sont vraies, valides à 98%, d'accord, à chaque fois. Ce qui fait que les informations que nous donnons, d'accord, aux avions, sont des informations crédibles, d'accord, que les pilotes utilisent pour maintenant décoller et atterrir en toute tranquillité. Sans problème. Voilà. Très bien. Ça fait déjà une demi-heure que nous discutons, peut-être le temps de prendre une petite gorgée d'eau. L'actualité
international sera maintenant abordé. Gaëtan Couillet, vous le savez, dans le pays, depuis quelques semaines, les députés, en tout cas la commission des lois, s'est penchée sur le code électoral et a adopté une proposition de loi portant code électoral. Déjà, première question, Gaëtan Couillet, qu'est-ce qui vous fait penser au sein de votre mouvement Éthique et Conviction et au-delà du mouvement Éthique et Conviction au sein de l'UND qu'il est déjà temps de réviser le code électoral qui est en vigueur au Bénin depuis seulement 5 ans? Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et ce qui doit motiver la révision de ce code, c'est d'abord le système partisan que nous adoptons. Et ce système partisan, le chef de l'État a fait son cheval de bataille afin que ce système soit véritablement réformé. Pour être réformé, il y a eu un acte fort. C'est d'abord la volonté de tous les partis politiques, d'accord, d'aller vers cette réforme et qui a été consacrée par le vote de la charte des partis politiques. Et désormais, nous n'aurons plus droit à des alliances de circonstances, qui étaient des alliances contre nature parfois, et négociées, et puis après, nous voyons les conséquences au niveau de l'Assemblée nationale après. Alors, puisque nous avons pu voter cette charte des partis politiques, c'est en droite ligne avec certaines dispositions maintenant du code électoral qu'il faut forcément toucher. Puisque nous voulons désormais, dans le diagnostic, des partis forts et non des partis qui appartiennent à des individus qui constituent le gros bailleur et qui, dans les décisions, d'accord, les orientations du parti, d'accord, lui reviennent parce qu'il a son droit de veto. Si nous voulons aller vers les partis forts, il va falloir alors aller, d'accord, de fond en comble dans des éléments qui peuvent amener, d'accord, à effectivement avoir ces partis forts. D'où les innovations qui sont proposées par les députés, certains députés, et déjà validées au niveau de la commission, qui sont totalement en cohérence avec le système partisan que moi j'adhère totalement, auquel moi j'adhère totalement. Mais bien sûr. Oui, mais ce montant représente les 10%, certes, de la caution, des montants engagés dans la campagne électorale, mais il n'est pas obligatoire pour un candidat de dépenser 2,5 milliards pour être candidat à une élection présidentielle ou pour être élu. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je tentais de vous expliquer que quand le législateur a mis 2,5 milliards, c'est très bien que ce candidat, pour couvrir tout le territoire, peut quand même dépenser au moins la moitié, si effectivement il veut être un candidature crédible. Parce que les coûts à engager sont des coûts énormes. C'est pour dire en ce moment aux jeunes qu'on tente peut-être de manipuler que le problème ne se situe pas au niveau des cautions, que le problème est ailleurs. Le problème en réalité depuis 1991, c'est un problème de ceux qui ont l'argent, ce n'est pas affaire de jeunesse. Et pour que la jeunesse puisse se retrouver, c'est dans les réformes qui sont engagées actuellement où il faut aller au grand bloc. Il faut aller au grand bloc politique et imiter un tant soit peu les grandes démocraties telles que ça fonctionne. D'accord, où nous avons les cartes d'électeurs en bonne et due forme, les membres, d'accord, de ces partis politiques cotisent, d'accord, mensuellement. Et en ce moment-là, je donne un petit exemple, je dis que nous avons un bloc où vous avez 200 000 membres avec 1 000 francs CFA par mois. On a 200 millions de cautions qu'on a déjà donné pour une liste de députés. Donc sur 10 mois, on a 2 milliards. 2 milliards peut faire la campagne électorale et décrocher maintenant le nombre de députés que nous voulons. Puisque c'est l'objectif pour nous, jeunes, d'accord, de renouveler cette classe politique-là. Il n'y a que cette seule manière pour y arriver. Et en ce moment-là, chaque jeune a droit à la parole. Chaque jeune
peut maintenant contribuer efficacement au fonctionnement des partis politiques. Ce serait plus maintenant un individu qui va prendre le parti politique comme son patrimoine, d'accord, parce qu'il engage des sous. Et en ce moment-là, vous n'avez pas le droit de citer, les décisions peuvent être prises maintenant à l'emporte-pièce. Donc c'est pour cela que moi je salue maintenant ces innovations en disant que ce n'est que la seule voie pour nous aujourd'hui, véritablement d'aller vers ces grands blocs-là. Vous croyez que dans une société comme la nôtre, où on a pris l'habitude de compter sur le leader du parti, c'est-à-dire quand on est membre d'un parti, on attend de lui qu'il donne de l'argent pour aller en campagne, pour aller gagner des voix pour lui. Vous pensez qu'il suffit de voter une loi pour que les habitudes changent? Oui, c'est pour cela que on a parlé maintenant de travail, d'éveil et de conscience qu'on est en train de faire sur le terrain depuis. Ce ne sera pas systématique, je suis d'accord avec vous. Mais lorsque on va comparer les effets pervers de l'ancien système avec ce qu'on leur propose, il n'y aura pas photo. Et doucement, nous allons amener, d'accord, les jeux, nous allons amener tout parti politique, d'accord, à observer ce qui se passe ailleurs pour qu'on puisse copier un peu. Et comme nous avons également aussi prendre des tests et autres des autres pour pouvoir maintenant forger nos tests, copier également aussi, les copier positivement dans ce sens-là, afin que, tel que nous voyons en Espagne, vous avez vu, non, un jeune de 37 ans qui a pratiquement maintenant, qui a remplacé pratiquement celui qui peut le mettre au monde. C'est parce qu'il y a le mécanisme, d'accord, qui lui permet maintenant de s'affirmer. S'il a le mérite, un jour, il peut accéder. Et non avoir maintenant un chef de parti au Bénin à un parti de tel nom, et depuis 25 ans, 30 ans, c'est toujours le même nom que nous voyons. Ou bien si même on veut dire, on veut organiser, on déplace légèrement, on trouve quelqu'un d'autre, alors qu'on est là toujours à garder la ficelle. C'est ce que nous avons toujours observé au Bénin. Donc nous devons dépasser maintenant ça, et nous devons aller plus loin, et plus loin. Le système partisan tel qu'on est en train de réformer, pour moi, je trouve que nous devons nous engager dans ça, afin que les nuages, d'accord, qui s'amoncelaient sur notre démocratie en réalité, puissent maintenant se dégager pour qu'on puisse voir clair et que les mécanismes, c'est un processus, que les mécanismes de fonctionnement, les mécanismes de désignation, les mécanismes maintenant d'élection, d'accord, soient véritablement maintenant transcrites et que tout le monde s'y retrouve. C'est ce que nous souhaitons. Pourquoi, M. Gaëtan Kouye, en plus d'ici lourde caution, on demande aux listes de réunir 15% des suffrages au plan national avant de valider l'élection de leur candidat, alors que l'élection législative, les élections législatives, c'est d'abord et avant tout en région, c'est dans les circonscriptions. Exactement. C'est vrai, le législateur a prévu 24 circonscriptions électorales pour qu'on puisse maintenant dégager les trucs pour pouvoir essayer de voir la représentativité, d'accord, au niveau national. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que lorsque vous mettez un système en place, vous devez voir ses limites. De 91 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté simplement la régionalisation, d'accord, au niveau maintenant des représentants du peuple. Alors que l'article 80 de la Constitution est clair. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Ça n'a jamais changé. Ils sont peut-être élus dans les circonscriptions, mais une fois à l'Assemblée nationale, ils représentent le peuple. Vous n'êtes pas sans savoir... national. Non, vous n'êtes pas sans savoir que toujours dans les débats même, j'espère que vous ne faites pas attention. Dans les débats, vous allez voir que parfois tous disent « Ah, qu'est-ce que je dis au mien ?» C'est des propos graves dans une république. Pourquoi c'est grave? Oui, c'est grave parce que quand on dit représentant de la nation tout entière, donc représentant les 10 millions à la fois, le souci ici devrait être de voir est-ce que les politiques publiques qui sont développées par l'exécutif, ce qu'on nous amène maintenant à voter, est-ce que véritablement ça rentre maintenant en ligne de compte dans l'équité, d'accord, au niveau maintenant de la République, d'accord, que de se cantonner dans sa région d'élection et de prendre ça comme un fief et d'entretenir ça, et ça devient alors pratiquement comme un troc politique. C'est ce que nous avons observé. Or, ici,
Nous voulons aller montrer que non, en bloc, en parti politique, vous devez être représentatif effectivement sur le plan national également. Donc, quelqu'un qui cherche à toujours entretenir sa région et fait de l'ethnocentrisme, il y a des effets graves, d'accord, qui peuvent découler de cette façon de faire. Et c'est pour, je viens, monsieur le journaliste, c'est pour cela que moi je suis complètement d'accord que les 15%, d'accord, au niveau national, soient obtenus. Là, nous serons sûrs qu'au moins cette liste-là donne le visage de représentants de la nation pour que ceux qui vont siéger se disent que, attention, véritablement, nous pouvons maintenant travailler pour la nation et non pour des régions. Vous avez vu ça commencer déjà. Vous avez vu, il y a des gens qui ne commencent pas à faire des dons. On n'a pas fait attention. Des dons déjà dans la circonscription pour les prochaines élections. Alors que ce n'est pas fini, alors qu'il faut développer en réalité des politiques, des visions à l'interne des partis politiques, hein, pour prendre également, contribuer à changer un peu, d'accord, peut-être le bien-être de ces populations-là, autrement que de les prendre comme, en réalité, de les chosifier. Je les vois comme si on les chosifie, d'accord, en procédant de cette façon-là. Donc c'est pour cela que je vous explique en disant que pour moi, il faut forcément un pourcentage, et ce n'est pas le seul, qu'on définit un pourcentage pour dire que lorsque vous avez tel pourcent, d'accord, vous ne pouvez pas aller maintenant, et vous ne pouvez pas être élu député. Il y a un élément qui est important et qu'il faut prendre en compte. Oui. Le risque, c'est que les populations votent pour une personne dans une circonscription électorale. Cette personne arrive en tête dans cette circonscription et n'ira pas à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie au plan local pour les populations? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de soulèvement également des populations dans ces conditions-là? Parce que quelqu'un qui arrive troisième dans cette configuration peut être le député, tandis que celui qui est arrivé premier, celui qui est arrivé deuxième sera recalé. Non, il n'y aura même aucun risque. Pour moi, il n'y a aucun risque parce que lorsqu'on vote, ça sera expliqué aux populations pour dire que nous ne voulons plus de l'ethnocentrisme ni du régionalisme en termes de députés, de représentants du peuple. Ce que nous voulons ici, d'accord, nous voulons que le parti politique devienne fort et non des individus qui seront maintenant forts dans les circonscriptions. C'est ce que nous combattons. Nous combattons farouchement. Depuis, c'est ça que nous observons. C'est des individus qui deviennent forts et au lieu que les blocs les portent. D'accord? C'est plutôt les individus qui se substituent maintenant aux partis politiques. C'est dangereux. Et quand on entretient ça, vous allez voir que la population se dit « je ne peux que me mirer à travers telle personne ». Alors que non. Alors que tout député qui serait élu dans n'importe quelle autre circonscription électorale, d'accord, le représente. Pourquoi alors se focaliser maintenant sur la région pour dire qu'il se reconnaît en telle personne? Le Bénin est un et indivisible. Donc, l'essentiel est de trouver des représentants dignes. Et ce que vous ne savez pas, les populations sont mieux intelligentes et plus en avance sur nous, hein, qui nous disons politique. Lorsque vous allez dire, voilà que c'est 15% au niveau national, vous allez voir que la population va regarder celui qui en réalité est sur une liste, effectivement, d'un bloc représentatif, avant d'aller maintenant... on n'a pas d'institut de sondage au Bénin, on n'a pas d'institut pour évaluer. On peut être sûr de rien. Non, c'est ce que vous croyez. Lorsque vous allez voir que le système va commencer par être huilé, développé, vous allez voir aisément ce que je suis en train de vous dire. Ne pensez-vous pas qu'il y a le risque d'avoir une assemblée monocolore au cas où, par exemple, supposons qu'il y a 5 listes en compétition, oui, et c'est peut-être une seule liste qui arrive à remplir les conditions? Une liste qui peut être pro-gouvernement, en tout cas qui partage les idéaux du chef de l'État. Et c'est les députés de cette liste-là qui seront validés. Forcément, in fine, on aura une assemblée carrément à la solde de l'exécutif à 100%. Ce risque-là est bien visible. Non, il n'y a pas de risque.
Donc c'est tout comme si vous déniez maintenant le droit maintenant aux populations. Donc vous pensez que les populations ne comprennent pas. Si les autres listes n'arrivent pas, ça veut dire que les populations à la base adhèrent totalement alors. Oui, et le résultat c'est qu'on aura des députés en tout cas à la solde du gouvernement. Je ne suis pas 100%. Non, je ne sais pas se passer. C'est ce que je vous ai dit pour dire qu'à la solde dont on parle là, c'est parce que nous avons fait un système, nous avons pris un système où c'est les individus et après nous voyons maintenant le manque d'éthique et de conviction que nous prônons au niveau de notre mouvement à ce niveau. Et je suis sûr que lorsque sur un parti politique fort, ayant une vision, une ligne claire, on ne peut pas avoir ce risque-là. On a vu comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, on a eu des assemblées, d'accord, dans le monde entier. On a eu des assemblées où on a eu des majorités au niveau maintenant des assemblées qui sont pro pouvoir et leur rôle, contrôle de l'action gouvernementale, dans notre cas d'espèce, et le vote des lois et consentir l'impôt se passe normalement. Donc si effectivement nous avons un grand bloc qui réfléchit, d'accord, qui a sa vision, qui a sa politique, dans ça, il ne peut pas avoir des déviances de ce que nous observons maintenant et que nous déplorons tous. Et il y aura l'éthique. Il est quand même clair. Par exemple, l'Union nationale démocrate, supposons que l'UND présente une liste et que c'est l'UND seul qui arrive à remplir les conditions prévues par le code électoral. D'accord? Voilà. Allez-y. Tranquille, il suffit même que l'UND n'obtienne que 40% des suffrages, mais qu'aucune autre liste n'atteigne 15%. L'UND aura 83 députés sur 83. Oui. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que 60% de la population qui s'est exprimée dispersée sur d'autres listes ne sera pas représentée au Parlement. C'est un risque. Non, pas du tout, il n'y a aucun risque. C'est ça que je vous dis. C'est toujours la loi de la démocratie. Bien sûr, c'est la loi de la majorité sur la minorité. Il n'y aura aucun risque. Non, je n'ai pas fini, il n'y aura aucun risque. Il y avait bien majorité. Lorsque nous allons faire l'étude des proportions, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Il y avait bien majorité. Je vais vous dire, par rapport à cet aspect, que même si c'est l'UND, et ce serait, merci même, vous nous avez souhaité une très bonne chance comme ça. C'est ce qui va se passer en 2019. Parce que supposons que les forces... C'est ce qui va se passer en 2019. Non, attendez, laissez-moi finir, je vous en prie. Laissez-moi finir, je vous en prie. C'est ce qui va se passer, merci, en 2019. D'accord? Vous ne pensez pas que à l'UND, nous avons une vision. Nous avons une vision, notre vision est claire. Bonne gouvernance, intérêt général, développement de la nation. Donc même si nous sommes pro, d'accord, et gouvernement, ou bien pro, chef de l'État, et que ces lignes sont respectées, il n'y a aucun problème dans la démocratie. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui nous tuait, et ce qui continue de nous tuer, c'est l'individualisme où l'individu prend le parti comme son patrimoine et fait du troc avec. Mais si vous définissez les règles claires, vous avez une vision. En son temps, lorsque les lignes, d'accord, ne seront pas respectées, vont bouger, forcément vous aurez une réaction, il n'y a rien à faire. Donc ce n'est pas du suivisme pour du suivisme. Dieu merci que le chef de l'État que nous avons aujourd'hui, en réalité, est totalement dans cette vision. Et vous observez bonne gouvernance, intérêt général, et voilà les pas qui se posent maintenant par rapport à l'orientation du gouvernement pour le développement maintenant de la nation. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est votre point de vue, hein, parce que quand vous estimez que une majorité s'exprime quand c'est seulement 40% de l'électorat qui pourrait être représenté, le risque est là. Non, il n'y a aucun risque. C'est ça que je vous explique, il n'y a aucun risque. Ça, c'est le système, comme je vous l'ai dit, pour démontrer. Mais quand allez au Ghana à tout près, il n'y a que 2 partis politiques qui s'expriment fondamentalement. Vous voyez le taux de croissance toujours du Ghana. Et 2 sont représentés au Parlement. Je vous explique, je vous ai dit, il y a 2 grandes formations politiques qui s'expriment fondamentalement au niveau il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais je vous ai dit que c'est les 2, en réalité, qui font toujours l'alternance. C'est les 2 toujours, ou bien... Alors ça veut dire quoi? Que le démocratie n'a aucun problème. Parce qu'il y a des lignes directrices.
qui sont suivies. Et lorsque les initiatives sont suivies, le résultat suit. Ça vous dit qu'il n'y a que deux qui s'expriment, mais nous voyons l'évolution du Ghana. Donc, c'est pour vous dire que tout système que nous mettons, nous devons savoir là où nous voulons aller. Ce que nous voulons prôner aujourd'hui, nous voulons bannir en réalité de notre démocratie l'individualisme où les partis doivent appartenir à des privés. D'accord? Plus maintenant un bloc, et c'est un truc d'ensemble, et quand il y a des problèmes, on peut créer de mieux. Bref, ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud. Vous voyez, non? Où un président, même en exercice, quand il ne fait pas bien, sa formation politique censure. C'est des exemples probants. Et vous croyez que ça peut arriver au Bénin? Mais bien sûr, mais attendez, ils sont des êtres humains comme nous, non? Vous ne croyez pas que ces êtres humains comme nous, non? On censure et puis, chaque détail, il y a des procédures pour dire attention, nous ne sommes pas d'accord. Donc ne pensez pas que non, c'est pour ça que vous avez dit, ne confondez pas et ne voyez pas ce qui se passait depuis 1991 où nous avons perverti en réalité beaucoup de choses dans notre démocratie, que nous allons maintenant croire que c'est ce qui se passe, ce qui est normal ailleurs. Non, d'autres sont structurés et nous montrent déjà l'exemple. Et c'est ça que nous demandons, d'accord, à toute la population et à tout parti politique, d'aller vers maintenant ces exemples qui sont de bons exemples à suivre. Et c'est la bonne conduite. C'est pour ça que nous prenons l'éthique. L'éthique, la bonne conduite maintenant en politique. Donc ce n'est pas la politique maintenant du troc ou bien. On a compris, donc véritablement. Monsieur Gaëtan, oui. En attendant que les députés apportent amende, en tout cas la nouvelle mouture du code électoral, il y a une disposition, en tout cas qui parle de la caution, le montant de la caution pour être candidat à l'élection présidentielle en République du Bénin, qui passe de 15 millions à 250 millions de francs CFA. Et dans votre camp, l'argumentaire principal avancé, c'est que cela permettra de réduire les candidatures fantaisistes. A-t-on besoin d'arriver à cet extrême avant de réduire? Non, monsieur, je n'ai jamais dit de réduire les candidatures fantaisistes. Jamais. Mais c'est l'argumentaire. J'ai bien dit, c'est l'argumentaire avancé par les gens. Dans votre camp, c'est vous. Non, c'est pourquoi je vous ai dit à l'UND, ce n'est pas. Vous, quelle est votre position? Voilà, non, à l'UND, ce n'est pas d'accord la réduction des candidatures. Notre argumentaire est clair. Nous avons dit pourquoi le code en vigueur permet à un candidat de pouvoir dépenser 2,5 milliards et qu'on lui demande 250 millions, que les gens trouvent, le 10% que les gens trouvent que c'est trop. C'est pas possible. Je dis non, comment quelqu'un peut mobiliser 2,5 milliards pour une campagne électorale et on lui demande de déposer une caution de 250 millions et les gens crient au toléré que c'est grave. Je dis non. Et j'ai expliqué aux jeunes pour dire que non, que si c'est dans ce cadre d'espèce-là, que je ne pas se faire manipuler. Parce qu'ils ne peuvent en aucun cas. Il y a combien de Béninois qui peuvent mobiliser 250 millions, 2,5 milliards pour aller à une élection, si c'est pas quelqu'un qui a l'argent. Mais lorsque la personne mobilise à elle seule 2,5 milliards, c'est la porte maintenant à la corruption. Puis si l'individu, comme je vous ai expliqué, je dis, quand vous voyez un peu ce qui se passe là, 2,5 milliards mobilisés par une seule personne pour aller à une élection, si la personne gagne, il n'y a rien à faire. Mais 2 milliards, vous imaginez 2 milliards, on dit c'est 1000 millions fois 2. C'est énorme. Et s'il prend ça et puis prend le pouvoir, mais la première des choses d'abord, c'est qu'il doit rétablir d'abord l'équilibre financier là à son niveau, avant de commencer par penser à votre développement. C'est pour ça que nous avons... C'est la base de ce code-là que le président Talon a été élu. Est-ce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il est en train de rétablir l'équilibre? Non, pas du tout. Je vous explique en disant pas du tout. C'est pas ce que la belle preuve. Vous-même, vous avez dit que quelqu'un qui dépense plus de 2,5 milliards et qui arrive au pouvoir, la première des choses, vous confirmez, la première des choses, c'est qu'il fera... De rétablir l'équilibre. Je dis que la personne a tendance... Attention, aura tendance, parce que c'est beaucoup aura tendance, ne comparez pas Patrice Talon à n'importe quel candidat. Patrice Talon n'est pas à ce niveau. Je suis désolé. Si c'est un thème de... Je dis en termes de... Il est à quel niveau? En termes de surface financière, mais non.
parmi les tout premiers béninois de ce pays-là, on le compte, même en Afrique, on le compte. Un instant, non. Attendez. Je n'ai pas fini, c'est pour vous dire que, non, attendez, monsieur le journaliste. Sur cette question, si tant est que sa situation financière est suffisamment fournie, il devrait laisser ces entreprises carrément dans le patrimoine de l'État. C'est aussi un bon exemple. Non, vous glissez sur nos terrains. Non, mais vous glissez sur le terrain alors que non, j'en viens. Ne dépasse pas, parce que ce que nous disons ici est sérieux par rapport à la caution, par rapport au montant à dépenser. C'est ce que nous disons. Laissez d'abord affaire des sociétés autres. Nous pouvons y revenir. Mais ici, il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas comparer Baptiste Talon aujourd'hui par rapport à M. Koué-Gaëtan. Mais s'il y a des gens qui peuvent dépenser 2 milliards et que nous savons, un fonctionnaire lambda, s'il mobilise 2 milliards parce qu'il a des capacités intrinsèques et qu'il peut diriger le Bénin et qu'il mobilise 2 milliards 5, je dis, moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux même pas mobiliser ça. Alors que je vais avoir des qualités intrinsèques pour être peut-être maintenant candidat demain. C'est mieux que je sois porté par un bloc. En ce moment-là, les 250 millions là seront pratiquement rien du tout. Parce que si il y a 200 000 électeurs, en un mois, on va déjà donner ma caution. En 10 mois, on a déjà trouvé les 2 millions pour collectivement. Et là, je suis sûr que c'est une vision que je porte d'un groupe politique. Et là, au pouvoir, je suis suivi. Et là, je suis obligé d'exécuter maintenant ce programme-là. Donc, c'est un diagnostic pour dire que si nous voulons enlever effectivement l'argent dans les élections, nous ne pouvons qu'aller au grand bloc. Donc, c'est la conséquence. Je vais parler de deuxième volet. À ne pas confondre pour que les jeunes qu'on veut tenter de manipuler, comme quoi 200 millions, 250 millions là, c'est pour les empêcher, d'accord, de participer aux affaires publiques là, que c'est faux. Que c'est faux, il suffit simplement qu'ils s'organisent, et l'UND est déjà là, hein, pour cette jeunesse-là. Bien sûr, pour qu'on leur démontre, lors des prochaines élections, qu'ils n'ont jusqu'à accompagner, pour voir si ils auront à dépenser, d'accord, des femmes faramineuses avant de pouvoir avoir plusieurs maintenant députés au Parlement. Venez payer la caution des candidats de l'UND, par exemple. C'est ce que vous suggérez aux jeunes. Mais il y a autre problème, il faut qu'on avance dans ce débat. Il y a également celui du quitus fiscal. Oui. Qu'une personne soit soupçonnée d'avoir fraudé le fisc, par exemple, et donc sans que le débat ne soit tranché, cette personne ne sera pas autorisée à aller à l'élection, même si la preuve n'est pas encore faite. Parce que tant qu'il y a soupçon, le quitus fiscal ne peut pas être délivré. Et en ce moment-là, est-ce que ce n'est pas la volonté d'un seul homme, c'est-à-dire celui du directeur des impôts, qui va empêcher la candidature d'hommes politiques qui auraient été soupçonnés d'avoir fraudé les impôts? Vous savez, malheureusement, au Bénin, nous aimons personnaliser maintenant nos débats au niveau des lois. Et ça me... Non, et ça me gêne. Vous avez dit que quelqu'un, vous faites des insinuations déjà. C'est un exemple. Non, vous savez, nous sommes tous dans le pays, nous sommes tous dans le peuple. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Non, laissez-moi, chers journalistes, je vais y aller pour vous dire simplement que, en réalité, aujourd'hui, là, les gens n'inventent rien. Même les députés qui ont proposé, c'est qu'ils n'inventent rien. Vous pouvez aller prendre maintenant, tranquillement, l'article 340 du Code électoral pour l'élection du président de la République. On a demandé à tout candidat de donner la preuve du paiement régulier, d'accord, de son impôt sur les revenus et de son impôt foncier sur les 3 dernières années, d'accord, avant du précédent, l'année de l'élection présidentielle. Oui, on peut maintenir ça. Pourquoi on va... Non, je n'ai pas fini. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ça, c'est pour le président de la République. On lui a... Et c'est à l'épreuve toujours des tests, d'accord, qu'on essaie maintenant d'harmoniser ou bien de légiférer. Comment comprendre maintenant que quelqu'un puisse se lever pour dire « je vais être député » et qu'au niveau maintenant de l'article, d'accord, 79 de la Constitution, on lui donne la prérogative de consentir l'impôt pour ses compatriotes. De consentir l'impôt. Parce que souvent les gens oublient cet aspect. Puis le député a 3 rôles. Légiférer, contrôler l'action gouvernementale et consentir l'impôt. Comment quelqu'un peut aller au niveau du Parlement, aller consentir l'impôt pour ses compatriotes alors que lui ne sera même pas exemplaire?
par rapport maintenant au fisc, le débat est où là, mes chers amis? Le débat est où? Le quitus, c'est ce que je dis. Et le directeur général des impôts mais est ça seul habilité à délivrer le quitus fiscal. Moi, ça 83 candidats par liste, fois 2, oui, étant donné les suppléants. Pour le nombre de listes qu'il faut, pourquoi faut-il que ce soit le directeur général des impôts seul? Et l'autre question, si quelqu'un n'a pas encore réglé un soupçon, une question de soupçon éventuelle par rapport à ce quitus fiscal, est-ce que ce quelqu'un sera autorisé à aller aux élections? Si, vous savez, c'est ce que nous disons. Lorsque on parle de soupçon, même au niveau de la justice, on utilise souvent les deux mots. Et souvent, là, j'en ris. On prend les deux mots. On dit en même temps présumé coupable, on dit encore et présumé innocent. Vous voyez un peu? Ouais, ce jeu de mots. On est censé présumé coupable et on dit présumé innocent. Donc, si quelqu'un... Il y a des soupçons graves, on peut prendre les deux cas. Soit il est présumé coupable, donc il ne peut pas. Ce n'est pas normal. La justice parle de présomption d'innocence. Non, il faut qu'il règle. C'est ça le problème. Moi, je suis la personne ne m'a créé un soupçon. Le jour où on m'a créé un soupçon, il faut que je lave d'abord ce soupçon. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la vertu, ça. C'est ça l'éthique encore. C'est ça l'éthique. On peut vous créer le soupçon de façon artificielle. Qui peut vous créer le soupçon de façon artificielle? En avez-vous les preuves? Nous sommes tous des Béninois, nous sommes dans le pays, on se connaît. Personne. Donc pour moi, si j'ai un soupçon, ça veut dire que je dois laver le soupçon. Si je ne lave pas, je suis présumé coupable. Donc moi, je prends ce côté, je suis présumé coupable. Donc je ne pourrais pas alors progresser. Et c'est normal. Pour moi, c'est légitime, c'est légal. Parlons maintenant. Donc, pour moi, c'est clair et net que si quelqu'un n'est pas en règle par rapport au fisc, qu'il ne puisse pas maintenant se présenter à une élection. Si j'arrive au Parlement, il veut me consentir des impôts. C'est compris. Voilà. Le message est bien compris. Okay, parlons maintenant des dispositions qui exigent des anciens chefs d'État de renoncer un an avant l'élection à leur statut avant de se présenter aux élections dites subsidiaires. Quelle est la pertinence de ces dispositions? La disposition là, elle est très pertinente. Et je sais très bien que si les députés ne votent pas ça, c'est qu'en réalité, ils violent maintenant le code électoral. Ils violent. C'est-à-dire, quand je dis ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ils violent. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est en expérience qu'on comprend, d'accord, qu'on a des difficultés par-ci, par-là, et qu'on ajuste en avançant. L'article 81 de la Constitution a dit que tout agent des forces armées ou de sécurité publique, avant de prétendre à une quelconque élection, d'abord, devrait démissionner. D'accord? Ça, c'est connu. Ici, ça, on parle d'anciens chefs d'État. Attendez. Non, attendez, vous allez comprendre maintenant, c'est pas fini. Vous allez comprendre encore, toujours dans le même code électoral. Je demande maintenant aux auditeurs et aux téléspectateurs d'aller lire l'article 359 du code électoral. Et ils verront dedans que tout agent, d'accord, qui a une fonction de commandement, et en l'occurrence, les préfets, les secrétaires généraux des préfectures et des mairies, s'ils doivent être candidats dans la circonscription de commandement, ils doivent démissionner au moins 12 mois avant. C'est dans le code électoral. Les anciens chefs d'État ne sont pas en position de commandement. Attention, c'est ça que je vous dis, attention. Ils ne sont pas des hommes en uniforme non plus. Attention, c'est ça que je vais expliquer aux gens pour dire que c'est là que nous faisons les discriminations graves dans la République. Où est l'équité? Celui qui porte maintenant son titre, son statut, avec les privilèges qui vont avec en tant qu'ancien chef de l'État, en ce moment-là, veut biaiser le jeu. Fait biaiser le jeu électoral. En quoi? Mais naturellement, puisque lorsqu'il porte ce titre, on n'en a pas le passé. Un ancien chef d'État, d'accord, qui a décidé de devenir conseiller municipal. Aussitôt, c'est la razzia, parce qu'il portait encore ce statut. Et aussitôt, il est parti. Donc, il a dû gérer la mairie, d'accord, pendant 2 mandats durant. Et puis, quand on a observé ce passage maintenant de ça là à son fils, comme si on était dans une monarchie.
C'est des choses, c'est des choses, oui, je dis. C'est pour cela que je dis que non, le citoyen a voté parce qu'il a pris ce statut pour influencer le vote. S'il renonce au statut d'ancien président de la République, il demeure quand même dans l'histoire du pays comme étant ancien président et il peut toujours. En ce moment-là, le jeu est équitable. Pas toujours. Bien sûr. Moi, je sais de quoi je parle. Bien sûr. Expliquez-nous. Nous voulons savoir de quoi. Non, mais c'est ça que nous cherchons. Parce que nous savons que lorsque quelqu'un porte des attributs, je prends le truc du préfet par exemple. Vous voyez, quand il porte ses attributs de préfet, accord de commandement, ça mérite respect. Ça mérite considération. Ça mérite crainte. Ça mérite crainte. Alors, pourquoi quelqu'un qui a assumé les plus hautes fonctions, d'accord, de l'État, va chercher à prendre maintenant des positions subsidiaires? Et nous trouvons que d'abord, c'est normal. Moi, j'ai dit que c'est son droit. Il peut même chercher à devenir même un conseiller local de quartier. Ça ne c'est pas là mon problème. Mais qu'il ne prenne pas encore l'attribut de chef d'État pour venir maintenant influencer le vote. C'est ça que je vous ai expliqué. Le fait de renoncer au statut ne l'empêche pas d'apparaître aux yeux de la population comme étant l'ancien président de la République. Voilà. Quelqu'un pour qui on a voté en tant que président. Et il sera toujours plébiscité. Je vous ai dit maintenant que lorsqu'il va perdre le statut, je ne suis pas obligé de vous détailler maintenant toutes les subtilités sur le plateau. Mais moi, je sais très bien que lorsque j'étais président, d'accord, de l'association des professionnels de la météorologie au Bénin, d'accord, et quand les responsables de ma structure me voient, ils me voient avec un œil. On ne peut pas effacer que vous avez été président. Alors, mais aujourd'hui, là, j'ai passé la main. Je vis ça. J'ai passé la main. La considération n'est plus la même, hein. Je l'avoue devant le téléspectateur pour dire que soyons conséquents envers nous-mêmes et disons nous-mêmes la vérité. Je dis que quand j'ai déposé le tablier du président là, le 15 juin passé, à un autre collègue, hein, la considération n'est plus la même. C'est un petit exemple que je donne sur moi pour vous dire que lorsque cet attribut, le jeu serait équitable maintenant, et moi, il y a peut-être ce que je vous explique là, c'est parce que vous ne voulez pas alors me comprendre, alors que moi j'ai vécu. Oui, non, moi j'ai vécu déjà cette situation en étant président, d'accord, et en rendant le tablier. Et maintenant j'ai vu les deux aspects. J'ai vécu ça. Est-ce que vous avez vécu? Il n'est plus président quand il est candidat à une élection. Je dis que non, c'est ça que je vous explique pour dire que lorsque il va déposer, d'accord, cet attribut, il y a quelque chose qui va changer. Quand même dans la mentalité même des électeurs. Moi, je vous le confirme. Monsieur Kouye, oui. On voit clairement avec quelle passion, avec quelle haine vous avez parlé, en tout cas, du président, l'ancien président Soglo. Et justement, dans l'opinion publique, tout le monde dit que cette disposition est dirigée contre le président Soglo et le président Boulouniaï, qui sont aujourd'hui dans l'opposition et ils travaillent bien sûr sur le terrain. Est-ce à tort ou à raison? Non, ce n'est pas affaire de diriger contre. Je vous explique. Mais on n'a que deux anciens présidents. Mais ce fait qu'ils sont de l'opposition. C'est pour cela que je dis de ne pas personnaliser, parce qu'on légifère pour le futur. Et pour légiférer pour le futur, attendez un instant, monsieur le journaliste, pour légiférer pour le futur, on ne peut que regarder les expériences passées. Si on a eu l'expérience passée et qu'on trouve que ça a apporté un biais, une entorse, en réalité maintenant, à l'équité, alors que toujours dans le code électoral, on dit que non, que nous tous, nous devons partir sur les mêmes chances à toutes les élections. Et qu'on a compris qu'avec ça, il y a eu biais. Il y a eu biais. Interdit simplement aux anciens soldats d'être candidats. Pourquoi ne pas interdire tout simplement? Non, que de venir parler de renoncer au statut. Non, on ne peut pas interdire parce que il y a toujours une disposition encore toujours dans le code pour dire qu'il dispose de, si quand vous disposez de votre droit, d'accord, civique et politique, personne ne peut vous empêcher d'être électeur et éligible. Donc,
allez mettre ça dans le code en tant qu'article et revenir encore dire qu'on interdit à d'autres alors qu'ils bénéficient de leurs droits civiques et politiques, c'est porter maintenant. Vous qui parlez bien de la Constitution, vous qui semblez maîtriser autant la Constitution, non, vous n'ignorez pas. Vous n'ignorez pas en réalité. Bon, en tout cas, vous n'avez pas fait de maîtrise, oui, c'est juste des dispositions peut-être que nous sommes en train de discuter. D'accord. Je n'ai jamais dit que je maîtrise, je ne suis pas juriste de formation. D'accord, allons-y. Voilà. Vous n'ignorez pas que c'est dans la Constitution qu'est défini le statut des anciens présidents de la République. Et une loi ne peut pas venir demander à des personnalités de renoncer à un statut que leur confère la Constitution. La loi ne peut pas venir changer ce que prévoit la Constitution, n'est-ce pas? On n'a jamais demandé, c'est ça maintenant la nuance que vous n'arrivez pas maintenant à faire. Quand quelqu'un est ancien chef d'État et qu'on dit qu'on le reconnaît comme chef d'État, ici on parle d'élection. On dit, si vous devez aller à une compétition, alors que la compétition doit être équitable, pour être juste pour tout le monde, vous ne pouvez pas porter des attributs. Et donc lorsqu'on a demandé au préfet de démissionner 12 mois avant, là, quand vous le dites au préfet de commandement, là, c'est pas, le code d'état n'est pas une loi, et on leur demande à eux, d'accord, un instant, on leur demande à 359, je viens d'abord, laissez la constitution, puisque le code électoral est une loi de la République qui doit être respectée aussi. Oui ou non? Répondez-moi, s'il vous plaît. Si ça doit... Répondez aux questions. D'accord, ok, si c'est comme ça, moi je sais que le code électoral est une loi de la République qui s'impose à tous. Et on a vu des citoyens toujours, d'accord, dans ce même Bénin, qui jouissent de leurs droits civiques et politiques, mais malgré ça, on leur a dit qu'avant de participer, il y a des conditions. Pourquoi maintenant voulez-vous refuser que si à l'épreuve des faits, on constate que quelqu'un peut venir biaiser l'équité, l'égalité, la justice au niveau maintenant de la compétition, qu'on ne puisse pas légiférer par rapport à ça? Moi, je ne trouve aucun problème à ça. Et si nous devons être juste envers nous-mêmes, nous devons dire attention, si tant est que nous voulons être démocrates, et que nous voulons qu'effectivement tout le monde participe, d'accord, avec les mêmes chances, nous devons être d'accord que si des gens doivent porter des attributs pour venir forcer le jeu, nous devons être d'accord qu'on puisse légiférer afin de leur dire attention, et vous n'êtes plus vu de la même façon que l'autre. Ce qui est normal. Le président, les anciens présidents ne sont pas vus au même titre que moi. Et Koué Gaëtan et Sililo. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi voulez-vous maintenant qu'ils viennent compétir avec moi, tout en gardant maintenant leurs attributs, et maintenant avoir d'avance peut-être sur moi et fausser le jeu? Quand vous parlez d'attributs, vous parlez de leur statut d'ancien président de la République, bien des avantages qui leur sont conférés par ce statut. Non, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. C'est un tout, plus avantage même là. L'avantage également aussi va biaiser le débat. Parce que moi, là, qui m'a donné un avantage avant que je n'aille compétir, puis je devrais compétir? C'est de ça qu'il s'agit. Qui m'a donné, attends un instant, qui m'a donné un avantage prêt avant la compétition? On dit que nous devons aller faire, on dit qu'on fait une élection, on dit élection crédible, élection équitable. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que les élections sont équitables? L'équité demande à ce que nous changions, quand on dit aux forces armées, la démission, parce qu'on sait que nos pays détiennent quelque chose que les citoyens ne détiennent pas. Et que si on les laisse comme ça, ils peuvent influencer le vote. Le préfet, ou bien le chef général de mairie et autres là, ont des fonctions de commandement. Si on les laisse comme ça dans la circonscription, c'est qu'ils vont biaiser le jeu. Donc pour créer l'équité, on dit mettons tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde crie pour dire que c'est ciblé que quelqu'un. Non, c'est pour créer le jeu équitable que nous avons demandé à ce que... On va avancer. Avant de parler des législatives, une dernière question sur ce sujet. Ces dispositions figuraient dans la nouvelle monture si ces deux anciens présidents partageaient la vision de votre leader, du chef de l'État, du gouvernement actuel. Je dis que s'ils partageaient même la vision, moi je vais demander... Je dis, même s'ils partageaient, sincèrement, je vais demander de voter rapidement les dispositions. C'est ça que je vous explique pour dire que de ne pas faire des lois comme si de la personnaliser. Quand vous voulez personnaliser les lois alors que la loi elle est impersonnelle. Et n'oubliez pas que toute loi est discriminatoire. Premièrement d'abord, discriminatoire. La Constitution. Vous voyez un jeune qui n'a pas 40 ans peut postuler à la candidature à l'élection présidentielle, par exemple. Quelqu'un qui a plus de 70 ans peut postuler à l'élection présidentielle. Donc, la loi est discriminatoire. Et ça, c'est connu de tous. Maintenant, je parle ici précisément d'un jeu.
que nous voulons jouer. Quand nous voulons jouer le jeu, il faut que tout le monde ait la même chance avant de compétir. C'est une compétition. Pourquoi voulez-vous maintenant déjà demander à quelqu'un de marquer d'abord 3 buts et de dire maintenant à l'autre, maintenant soit à 0 et maintenant démarrons. Maintenant, là, top, allez-y. Et là, vous devenez alors un arbitre partial. Donc, c'est pour cela que je dis simplement. On a l'impression que vous empêchez la compétition, justement. Pas du tout. En mettant ces verrous là-dedans. On empêche la compétition. Non, mais visiblement, c'est ça. Pas du tout. Mais je vous ai dit tout à l'heure maintenant que. Et je vous donne un exemple clair. Je vous ai dit que quelqu'un qui porte attribut alors que moi, je ne porte rien. Je ne porte rien comme attribut. Je suis un citoyen lambda de la République. Le législateur doit quand même protéger par rapport à une compétition. Par rapport à quelqu'un qui devient de statut, déjà connu. Et il veut user maintenant de ça. On me dit maintenant que allons sur les mêmes chances. Après, on va programmer les résultats, mon cher journaliste, et on va dire maintenant que non, qu'il m'a gagné. Il m'a gagné sur quelle base? Est-ce qu'il m'a gagné sur les bases équitables? Ça dit que le jeu est faussé complètement. Laissez-nous alors aller sur le terrain de la compétition avec les mêmes chances. Et s'il me battait, sportivement, je dis ok, j'en prendrai acte. Mais on ne peut pas faire de billets. On a fait du billet. En réalité, en réalité, qu'est-ce qui... Le billet ne sera en aucun cas retiré. Non, je viens. Quand bien même la personne aura renoncé à son statut. Lorsque les législateurs, d'accord, je leur rends même un grand hommage, d'accord, nous pondaient, d'accord, ces beautés-là, d'accord, ils se disaient que, est-ce que quelqu'un qui assure les hautes fonctions de l'État peut un jour se dire encore qu'il serait intéressé par des élections intermédiaires? C'est pour cela qu'ils n'en ont pas fait cas. Pour eux, ils se disaient que non, c'est quand même un truc logique, un truc normal. Mais voilà maintenant qu'il y a l'épreuve maintenant de ces tests maintenant là. On a vu que il y a des présidents qui disent non, je peux acheter les hautes fonctions et je peux encore acheter les fonctions même les plus basses même d'accord de la République. Mais c'est le droit le plus important. Naturellement. Mais pour l'assumer maintenant, il faut qu'il retrouve maintenant mon statut. Qu'il soit en réalité indemne de tout avantage, je dis bien, de tout avantage, d'accord, que ce soit avantage en termes matériels, comme avantage, d'accord, en termes d'aura. Non, il faut qu'il... On ne peut pas leur retirer leur aura parce que... Non, renoncer à leur statut, quand je dis l'aura, c'est un exemple, je vous donne le tout, pour dire que je reviens à l'équité. Moi, je reviens toujours à l'équité. Moi, je n'ai pas de statut de la République. C'est vrai, je suis fonctionnaire international, mais je n'ai pas de statut. D'accord, politique. C'est un citoyen, c'est un statut. Je suis un citoyen, statut de citoyen. Et je souhaite maintenant que, véritablement, si un chef d'État veut être candidat, qu'il ait un statut de citoyen comme moi, et qu'on nous mette dans les mêmes conditions, et qu'on compétisse. Je suis même friand de la compétition. Vous voulez vous renseigner un peu? Je suis friand de la compétition. Ce qui signifie que vous serez peut-être candidat pour les prochaines élections. Nous allons en parler maintenant, puisque nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission. Il nous reste à peine une quinzaine de minutes. Gaëtan Couillet, vous étiez à l'initiative avec d'autres de la création de l'Union nationale démocrate, dans un contexte où le président Patrice Talon, que vous soutenez, aurait préféré que ses partisans se réunissent dans des blocs. Et d'ailleurs, les noms des blocs ont été donnés, des blocs sont déjà connus, les leaders sont déjà connus. Vous avez décidé de braver la volonté du président Talon, oui ou non? Non, c'est pas vrai. C'est pas braver. Et quand on parlait même des blocs sont connus là, vous avez vu quel bloc? On a vu des intentions de bloc. Nous avons vu des intentions de bloc. On n'a vu aucun bloc encore. Donc nous ne bravons aucunement les institutions du chef de l'État. Vous n'avez vu aucun bloc. Aucun bloc. La dynamique unitaire, c'est pas un bloc. Lorsque les gens viennent faire des déclarations d'intention de vouloir rester ensemble là, ça faisait bloc chez vous. On a vu une rencontre dans un hôtel de la place. Vous avez vu ces déclarations? Le bloc progressiste, ils se sont réunis. C'est des intentions, c'est des intentions. Là aussi, c'est une intention. Naturellement, parce que pour nous entendons par bloc, d'accord, ces regroupements, d'accord, de partis politiques ou de personnalités se muer en partis politiques, avec leur vision ou avec les structures qui s'en suivent. Mais tant qu'on n'a pas ça, nous n'avons aucun bloc. Même l'UND ne constitue pas encore un bloc. Non, l'UND travaille maintenant à
à construire maintenant un bloc fort, dynamique, efficace et moderne. Nous y travaillons. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça, nous y travaillons. C'est ça qui vous a conduit à la création de ce mouvement. Mais bien sûr, et c'est rien que des promotions politiques, un mouvement politique animé essentiellement par des jeunes. C'est pour cela que je disais que le mouvement éthique et conviction, d'accord, avait pour premier objectif le relevé de la classe politique avec l'entrée massive des jeunes au Parlement. Ce que tous ces mouvements et partis politiques partagent. C'est pour cela que nous sommes maintenant ensemble. Et là, maintenant, là. Aux électeurs de décider, en tout cas, de qui. Mais nous n'avons pas peur des électeurs, puisque nous n'avons pas peur des électeurs. Les électeurs, nous sommes parmi les électeurs également aussi. Nous sommes électeurs aussi. Vous avez oublié que même nous sommes électeurs aussi. Nous sommes parmi eux. Nous allons leur montrer que voilà. Et puis la jeunesse veut prendre ses responsabilités. Ce n'est pas pour aller faire un conflit de génération, mais c'est de dire simplement que non, que nous sommes maintenant prêts, que nous voulons prendre la relève également aussi. C'est tout. Et c'est ça qui nous guide. Et c'est pour ça que je salue maintenant tous les présidents maintenant de ces mouvements et puis partis politiques qui ont cru et avoir la même vision que nous qui sommes dans la 16e circonscription électorale comportant 81 quartiers. D'accord, pour que nous puissions maintenant véritablement aller vers ce renouvellement de la classe politique. La vision, je vous ai dit tout à l'heure, la vision. Les objectifs maintenant de l'Union nationale démocrate, UND, ces objectifs sont clairs. Hein. Premièrement, nous allons apprendre d'abord à travailler ensemble. Et deuxièmement, nous allons fédérer les énergies, les stratégies pour construire ce bloc fort. Il reste moins de 10 mois pour aller aux législatives. Vous serez candidat, oui ou non? Non, je ne peux me prononcer sur votre plateau parce que pour être candidat, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça se passait avant. D'accord? Lorsque nous allons, avec d'autres forces politiques, nous muer en parti politique, d'accord, nous aurons maintenant des lignes claires, le débat se fera et là, en ce moment-là, on trouvera maintenant les candidatures qui seront crédibles, qui peuvent porter la voix de la jeunesse. Et c'est ça que, bon, que nous tous nous allons accompagner en son temps. À l'occasion de ces élections, vous avez sûrement la certitude que la majorité parlementaire autour du chef de l'État va se conforter malgré les nombreuses réformes impopulaires qu'il reconnaît lui-même avoir, je cite, courageusement initiées. Non, c'est ça que je veux expliquer un peu à mes jeunes, à toute la jeunesse et à toute la population en général, pour dire qu'aller au développement, il faut des sacrifices. Et donc, quand le président même disait que non, que c'est des réformes impopulaires, cela ne signifie pas que les populations n'adhèrent pas à ces réformes. Les populations commençaient, au départ, les gens commençaient par intoxiquer, manipuler en termes de communication, pensant que les populations sont dupes. Les populations comprennent très bien le bien fondé de ces réformes. Vous parlez de quelle population? Bien sûr, la population béninoise. Et elles ont compris, elles ne commencent pas à partager correctement même. Vous prenez de temps en temps, parce que vous écoutez ce qui dans les marchés par les bonnes dames. Je vous dis partout. Vous entendez les jeunes. Je prends Zem. Je vais dans les marchés. Tous les lieux publics, j'y suis. Et je vous ai dit que c'est l'intoxication de début, faisant croire comme si, d'accord, les réformes là sont impopulaires, les réformes là font du mal. Et que donc, il n'y aura pas... Non, c'est au bout de ce processus que les gens verront maintenant le bonheur. Et tout développement dans tout pays passe maintenant forcément par là. Si vous ne faites pas des réformes courageuses pour aller vers l'avant, vous n'irez jamais au développement. Et pour vous donner un exemple précis, j'ai toujours dit aux gens, est-ce qu'ils ont appris dans l'histoire la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, de 1945, où on a envoyé la bombe atomique à Hiroshima, bombe atomique à Nagasaki, destruction des deux plus belles villes en ce moment. Et c'était la ruine pratiquement du Japon. Et aujourd'hui, 70 ans environ après, le Japon est le premier au monde en technologie de pointe. C'est ça qu'on appelle le développement. Le développement, c'est de la vision. Le développement, c'est de la planification. Le développement, c'est des actions. Le développement, c'est des résultats. Et c'est un processus, ça prend un temps. Et
Et c'est ça que moi, particulièrement, mon mouvement, même l'UND, nous, jeunes qui soutenons le projet de l'État, nous voyons en lui la méthode, la rigueur. Et aujourd'hui, nous voyons la concrétisation, d'accord, déjà, de ce programme d'action du gouvernement. Et je voudrais dire aux jeunes, pour leur dire que leur bonheur n'est que dans la réalisation complète et totale de ce programme d'action du gouvernement et nulle part ailleurs. Donc, de ne pas se faire distraire par les vendeurs d'illusions. Les gens en réalité qui n'ont pas en réalité beaucoup de crédit, puisqu'on leur a déjà donné l'occasion d'exercer le pouvoir. Ils l'ont exercé, on a vu. On peut comparer? On ne peut pas comparer le passif à l'actif. Le passif est désastreux. C'est la théâtralisation de la République. Corruption généralisée. La course est freinée au gain facile. Alors que pour avoir un gain, il faut tuer la beurre. Et ces valeurs, d'accord, là, ont disparu dans la République. L'amour de la patrie, on n'y trouve plus. Courir pour travailler, pour l'État, on n'y trouve plus. C'est comment chercher, alors, à s'épanouir individuellement et parfois même au détriment de la population. Et ça que le chef de l'État a demandé d'arrêter. Et il est en train d'arrêter. Et donc, quand les gens saignent dans leur peau... Non, mon collègue, c'est un pouvoir maintenant, c'est ce que vous insultez. Ce n'est pas affaire de saint. Lorsque, c'est ça que je vous ai expliqué, lorsque vous aurez... Je n'ai jamais dit saint. Et le président de la République n'est pas un Dieu. N'est pas Dieu. Peut se tromper. Peut me faire des erreurs. Il a même dit, il a reconnu. Il est un être vivant comme nous. S'il y a des preuves tangibles, des critiques objectives, que non, que ici ça ne va pas, ça sera pris en compte et corrigé. Mais à l'instant T, à l'étape actuelle des choses, sur ce point précis là, nous voyons, un instant nous voyons tranquillement. Aucune erreur remise par le gouvernement jusque-là dans toutes ces réformes qui ont été initiées. Non, pourquoi parler maintenant d'erreurs? Même pas. C'est vous qui dites que s'il y a des erreurs, elles seront corrigées. Mais bien sûr. Maintenant, vous voulez maintenant que je vienne sur le plateau, maintenant vous dites maintenant qu'il y a telle erreur, c'est mon rôle. Mais c'est aussi ça l'élégance dans... Quelle élégance? Justement, ce n'est pas mon rôle, puisque j'ai la tribune, s'il devrait y avoir erreur, j'ai la tribune par laquelle je vais passer pour dire, attention, faisons ci. J'ai cette tribune. Donc, ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais me mettre maintenant à dire qu'il y a telle erreur ici, pourquoi? Ce n'est pas mon rôle. De toute façon, ça laisse sous-entendre que s'il y a des erreurs que vous reconnaissez, vous ne les exposerez pas chez nous. Mais que vous n'excluez pas qu'il puisse y avoir des erreurs. Non, je vous ai dit que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ou bien... Donc il y a des erreurs comme ça. Non, pas attention, je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, ça c'est vous, ça vous engage. J'ai bel et bien dit, il devrait avoir des erreurs. Le français est clair. Je saurai la tribune par laquelle je passerai pour le faire savoir. Mais ici, comme je vous l'ai dit, le président est disposé à la critique objective, mais pas à de l'intoxication ou bien à de la fabulation. Monsieur Gaëtan Couillet, oui. Vous participerez aux prochaines élections législatives? Je vous ai déjà répondu cette question déjà là à votre... Non, vous n'avez pas répondu. Je vous ai directement, vous avez développé un peu. Je vous ai expliqué en disant que... Tout ça, je vous ai expliqué en disant que les choses ne doivent plus se passer comme avant. Que l'UND travaille à renforcer, d'accord, sa base. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Et je dis que lorsqu'il doit avoir candidature à une élection, à n'importe quelle élection, pas forcément élection législative, ça devrait être un truc discuté de façon consensuelle. Et c'est qu'après ça, que les candidatures que l'UND jugerait crédibles, d'accord, seront dégagées, d'accord, pour ça. Donc, à l'étape actuelle, souffrez que je ne puisse pas vous donner une réponse par rapport maintenant à ma position personnelle. C'est tout. Là, c'est les conditions, mais vous-même en tant qu'individu, est-ce que vous avez cette envie-là? Parce que ça, c'est vous, ça part déjà de vous. Est-ce que vous en attendant, vous rasez le matin? Je vous ai dit que non, que quand nous nous sommes mis ensemble, nous avons un objectif. Nous avons dit que nous voulons renouveler la classe politique et envoyer massivement la jeunesse là-bas. Vous en êtes un. Mais lorsque l'UND aurait décidé que non, que je serais capable de les représenter, je les représenterai. C'est clair et net dans nos têtes.
Donc vous avez... Je dis bien, je vous répète, je préfère que nous évacuions cette question. J'ai dit vraiment clair, j'ai dit que je n'ai pas de volonté. Et que c'est la volonté de l'UND. D'accord, dans son ensemble, si l'UND trouve que M. Kouye Gaëtan a les capacités de les représenter, je les représenterai, c'est tout. Donc, tenez-vous à cela, c'est tout. Monsieur le journaliste. Très bien. Est-ce que quand même, dans la gouvernance du président Patrice Talon, vous avez encensé beaucoup le président de la République? Est-ce que dans la gouvernance, il y a des choses qu'on pourrait avoir fait autrement ou bien on pourrait corriger aujourd'hui? Bon, je pense ou vous refusez encore Non, je pense que vous reposez les mêmes questions sous une autre forme. Je pense qu'on passons cette question et puis passons à autre chose. Puis j'ai répondu largement déjà à la question par rapport aux erreurs ou bien aux critiques et autres, vous revenez là-dessus. Passons cette question. Je préfère que nous avancions. Non, on avance. Bon, en tout cas, sur le sujet, j'ai déjà répondu et n'en parlons plus. Très bien. Si vous voulez, dans quelques jours, la rentrée scolaire, le gouvernement a fait sa rentrée. Quant à lui, est-ce que vous pensez que le niveau de préparation aujourd'hui, le niveau de discussion avec les syndicats et autres est suffisant pour que nous ayons une année scolaire apaisée, parce que nous l'avons quand même connu pour cette année 2018, une année scolaire très perturbée avec des résultats catastrophiques à la fin? Non, moi je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre avec tous les acteurs. Et donc, personne, en réalité, un bon béninois qui aime la patrie ne peut jamais souhaiter quand même une année perturbée pour son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, j'ai foi, non, laissez tout ça. J'ai foi que les acteurs, d'accord, et le gouvernement, donc, ils savent très bien, il y a toujours les dispositions, il y a les canevas, il y a là où ils peuvent maintenant se retrouver toujours. Et s'il y a peut-être des petites couacs et autres, ils vont s'entendre et aller faire une année naturellement apaisée. Et moi, je compte toujours sur la clairvoyance, toujours maintenant de tous les acteurs qui sont des patriotes. Bien sûr, qui sont des patriotes. Et donc à un moment donné, d'accord, vont trouver ce qu'il faut, d'accord, pour que véritablement on ne connaisse plus cette mésaventure malheureuse que nous avons connue l'année passée. C'est tout. Voilà. Monsieur Gaëtan Kouya, je crois que nous sommes en train de finir déjà cette émission des Greniers, les dernières minutes justement de cette émission. Candidat Zanaï, au moment où il sortait quitter le gouvernement, il n'a pas expliqué aux populations, en tout cas nous autres jusqu'à l'heure nous parlons, nous n'avons pas les éléments tangibles de son départ du gouvernement. Vous avez la chance de travailler avec lui. Au moment où il quittait, quelle raison vous a-t-il avancé? Bon, ok, je vous remercie beaucoup, chers journalistes. C'est vrai que ma démission du parti Restaurer l'Espoir fait suite à cette démission du président de Restaurer l'Espoir du gouvernement, d'accord, et le 27 mars 2017. Et je vais vous avouer que 15 jours après, donc exactement le 13 avril 2017, et le président Pedro Soula nous a réunis et nous a fait part des raisons qui l'ont motivé à quitter le gouvernement. On peut les connaître? Et je voudrais vous dire que mon éducation et ma foi chrétienne catholique ne m'autorise pas à venir exposer, d'accord, les raisons d'un couvent, si on peut le dire ainsi, les raisons, d'accord, qui sont données à huis clos. Tout de même, ces raisons n'ont pas empêché votre départ de Restaurer l'Espoir. Mais bien sûr, et c'est ça que moi je suis en train d'assumer aujourd'hui. Et donc, vous devez savoir que, au-delà de tout, un cadre, c'est la réserve. Et vous pouvez, comme on le dit, tu peux tout voir, tu peux tout entendre. Me suivez très bien, tu peux tout savoir, mais tout ne se dit pas. Vous permet de conclure. Merci beaucoup, chers journalistes. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe technique et vous-même pour m'avoir accordé
cette tribune pour que je puisse m'exprimer. C'est à votre honneur. Je voudrais également, sincèrement et du fond de mon cœur, dire un grand salut à l'honorable Claudine Prudencio. Je vous avoue. Promotrice, entre autres, en tout cas, de l'Eden TV. Au-delà de ça, il faut savoir que l'honorable Claudine Prudencio est une dame brave, une vraie combattante qui mérite d'être soutenue. Aussi, je profite de votre tribune pour saluer le professeur Auguste Villegla, qui préside actuellement notre creuset. Qui a été notre invité il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Donc, oui, bien sûr, j'avais suivi. Donc, je le salue vivement, surtout pour son esprit managérial. D'accord. Et puis, sa grande ouverture d'esprit, la dextérité avec laquelle il est en train de manager maintenant l'Union nationale démocrate. Et donc, pour finir, je voudrais adresser un appel solennel aux jeunes pour leur demander que leur creuset est là, Union nationale démocrate, et qu'ils doivent la facture du service commercial. Non, il y a aucun souci par rapport. Merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Gaëtan Couillet, un invité passionné, vous l'aurez compris, qui défend bec et ongle le code électoral, en tout cas la mouture du code électoral en passe d'être voté à l'Assemblée nationale du Bénin. 200 millions, ce n'est pas beaucoup à ses yeux, surtout si les populations à la base contribuent à la candidature de leur leader. 250 millions pour le président de la République pour être candidat, ce n'est pas beaucoup non plus si le président est porté par une grande masse de la population. Il a estimé qu'en un mois ou moins même, ce montant peut être réuni, et qu'en 10 mois, le montant de la campagne, le montant destiné à la campagne électorale peut également être réuni. D'une façon, selon Gaëtan Couillet, de mettre le politique au service du public et non plus le public au service de la politique. Gaëtan Couillet, aujourd'hui membre de l'Union nationale démocrate, s'est exprimé sur nos plateaux sur ce sujet-là, mais également sur d'autres, notamment la politique gouvernementale dont il n'a pas voulu nous révéler les erreurs qu'il croit, en tout cas qu'il a peut-être détectées. Nous avons quand même eu beaucoup de plaisir à suivre Gaëtan Couillet. J'espère que vous aussi, amis téléspectateurs et auditeurs, voilà l'essentiel de ce que nous pouvons retenir de cette intervention. Tranquille à Kadouenote. Merci à vous, Jim Suliam Gbagidi. Ainsi va l'actualité politique sur Eden Télévision et Diaspora FM. Prenez le rendez-vous dimanche prochain. Si vous venez de nous rejoindre, suivez en nouvelle diffusion cette émission ce dimanche à 21h sur Eden Télévision, à 22h sur Diaspora FM, et le mardi prochain à 21h sur la télévision, sur Eden Télévision, la télé qui éprouve chaque fois, à chaque instant, le bonheur d'être à vous. Et puis en streaming également sur notre chaîne YouTube, tapez simplement Eden Télévision, Bénin Eden Télévision, pour vous suivre à satiété, à volonté, dimanche politique. Portez-vous bien et à bientôt.